Mardi 28 mai, jour J-1 pour ce que certains n'hésitent pas à appeler la finale du siècle. Entre les Rouges de Liverpool, détenteurs du trophée, et les Bianconeri de la Juventus de Turin, qui eux ont tout gagné. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Il y a toujours eu des relations très étroites entre le sport et la politique. De toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Et effectivement, chers auditeurs, vous ne nous regardez pas, mais vous êtes bel et bien en train d'écouter Sportivement Vôtre. Et on se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode consacré au drame du Heysel de 1985. En première partie, nous avions abordé le développement du phénomène qu'est le hooliganisme, son émergence en Grande-Bretagne, dans les classes populaires, dans les stades de football, et son exportation ailleurs en Europe dans les années 80. Nous nous étions arrêtés à Bruxelles en 1985, le 29 mai précisément, date du match de l'année. La finale de la Coupe des clubs champions entre Liverpool et la Juventus. Le spectacle s'annonce grandiose. Platini d'un côté, Rush et Dalglish de l'autre, le match opposera ceux qui sont peut-être les deux meilleures équipes du monde. Tous les amoureux du football veulent assister à cette rencontre. Les Juventines et les Reds évidemment, mais aussi des Belges, des Anglais, des Italiens moins clubistes qui souhaitent juste prendre part à la grande fête. Le stade du Heysel affiche complet. Il y aura 60 000 spectateurs. Mais justement, l'organisation de la finale de la Coupe des clubs champions dans ce stade questionne. En effet, il est assez vétuste. Même s'il a été rénové dans les années 70, il date de l'entre-deux-guerres, c'est donc des gradins en béton qui sont proposés aux spectateurs, et certaines parties de ces gradins se défont, ce qui pourrait offrir des projectiles de choix pour des fans mal intentionnés. Encore, on se demande si les forces de l'ordre bruxelloises seront à la hauteur pour accueillir chez eux les supporters les plus chauds d'Europe. Pour éviter les affrontements entre Anglais et Italiens, l'organisation a prévu de les séparer en les installant de part et d'autre du stade. Entre les fans des deux équipes, des supporters neutres sont placés, notamment dans le bloc Z, à côté des supporters de Liverpool. Sauf que cette notion de neutralité dans les gradins, elle est un peu floue. En fait, on parle de secteur neutre parce que les billets ils ont été vendus par la Fédération de football belge. Cependant, vu que comme on l'a dit, tout le monde veut aller à ce match, il y a des Italiens et des Anglais qui ont pu se procurer des billets, ce qui fait que ces secteurs ne sont pas réellement neutres. En plus, à cause d'une sécurité à l'entrée du stade qui est assez laxiste, il y a beaucoup de fans qui ont pu entrer sans billet en enjambant simplement un muret. On a donc, à côté du secteur X qui sera totalement rouge, donc pour Liverpool, un secteur Z avec un mélange de fans, dont, selon les chiffres officieux, 90% d'Italiens. Entre deux, et là on peut éventuellement remettre en question l'organisation belge, il y a juste une vulgaire séparation qui consiste en deux grillages de 2 mètres de haut environ. Mais bon, heureusement, toutes les forces de police belges ont été mobilisées et il va donc rien se passer. Non, en fait, pas vraiment. On a bien quelques policiers présents, mais majoritairement à l'extérieur du stade, pour éviter des problèmes dans la ville. Dans l'arène, ils sont peu. Entre les blocs X et Z, ils sont très peu, soit 10 gendarmes. Pour ne rien arranger, ce sont pas des défenseurs de l'ordre qualifiés pour ce genre d'événement. Des officiers de plusieurs corps de police ont été recrutés pour l'occasion, y compris par exemple des policiers de la circulation. Alors, vous le sentez venir, des fans anglais qui ont déjà bu toute la journée, séparés de supporters italiens par un petit grillage, ça sent pas très bon. Le match est programmé pour 20h15, mais les supporters des deux équipes sont déjà dans le stade 1h30 avant le coup d'envoi. Pour les faire patienter, dans une ambiance bon enfant, il y a un match entre deux équipes d'enfants qui est organisé. Du fait de la couleur des maillots des deux équipes, rouge contre blanc, les fans de la Juventus et de Liverpool prennent vite parti et se chambrent un peu lorsqu'une des deux équipes marque. Et alors que cet avant-match aurait pu être assez sympa et plutôt bon enfant, la tension va commencer à monter entre les fans des deux équipes qui se côtoient à l'intérieur du bloc Z. Sauf qu'on se situe à côté du bloc X, vous vous rappelez, qui est rempli entièrement de supporters de Liverpool, et qui vont peu à peu entrer dans le conflit. La violence monte d'un cran. Dans un premier temps, ça se joue à distance. Des projectiles, comme les morceaux de béton qui se détachent du stade dont on a parlé, sont envoyés de part et d'autre du grillage. Puis, les Anglais vont passer à la vitesse supérieure. Le grillage est rapidement mis à terre, à 19h20, une vague rouge s'abat sur le bloc Z et le drame commence réellement. Comme on a dit plus tôt, les ultra-italiens se situent à l'extrême opposé du stade. Dans le bloc Z, il y a beaucoup de supporters de la Juve, mais pas les plus violents. On compte notamment des familles, des enfants, des gens qui n'ont pas pour habitude de se battre. Alors quand une centaine de supporters anglais traversent le grillage, la peur s'installe et le réflexe premier est de fuir. Et on les comprend, on aurait fait la même chose. Certains fans de Liverpool sont très violents, et les autres sont juste étiquetés comme tels, ils ont une image de hooligan. Et alors fuir, d'accord, mais où fuir ? Parce que le bloc Z, il est totalement fermé.
Alors les supporters italiens commencent à s'amasser contre le mur opposé du stade et contre le grillage qui sépare les gradins du terrain. On atteint un point de non-retour, le mouvement de foule est lancé. Tout le monde essaye de fuir pour sa vie, fuir des Anglais qui sèment la pagaille dans les tribunes. On s'entasse, ça devient irrespirable, on s'entasse encore, et c'est la catastrophe. Le mur latéral du bloc Z qui sépare les gradins des travées du stade s'effondre. Et vu que tout le monde était appuyé contre, tout le monde s'effondre. Dans un spectacle d'horreur, on voit des couches de gens empilées les uns sur les autres. Des spectateurs présents ce soir-là témoignent. J'ai senti sur moi un poids de plus en plus lourd. Ma poitrine était écrasée, vu que j'étais sur le sol. Je sais plus exactement quand, mais à un certain moment, je me souviens très bien que j'ai commencé à ne plus pouvoir respirer du tout. Les images les plus terribles, c'était celles où on voyait les gens se piétiner les uns les autres. Aussi horrible que ça puisse paraître, on voyait vraiment des gens se tenir debout sur le visage d'autres personnes pour sauver leur peau. Ma chance a été qu'il y avait des parents dont la fille se trouvait en dessous de moi. Son père était près de moi et a commencé à soulever les personnes qui étaient sur sa fille pour qu'elle puisse respirer. Et c'est là que j'ai aussi recommencé à respirer. Ils ont soulevé encore d'autres personnes et je pouvais à nouveau respirer correctement. C'est là que je me suis dit que j'étais sauvé. Ces témoignages, pour ceux que ça intéresse, sont tirés du documentaire réalisé par Yann Ferrayen et Jean-Philippe Leclerc, nommé « La tragédie du Heysel » et qui est disponible sur Canal+, notamment. Et franchement, ça vaut le coup. On y retrouve des entretiens avec tous les acteurs du drame, des joueurs, des supporters, des policiers, des décideurs, des proches des victimes. C'est vraiment assez poignant. Et ce qui est encore plus poignant, c'est les images. Surtout celles déchirantes de l'épisode 2. Si vous voulez vous représenter l'horreur de ce mouvement de foule inarrêtable et meurtrier, ça vaut vraiment la peine. Je vous mettrai aussi quelques photos du drame sur mon Instagram pour que vous puissiez vous représenter. N'hésitez donc pas à aller y faire un petit tour, @sportivementvotepodcast. Les gens s'entassent, essayent de s'en sortir, certains sont asphyxiés, d'autres les piétinent pour ne pas subir le même sort. Évidemment, un retour en arrière, un retour à l'ordre est impossible, tant le mouvement implique de personnes toutes aussi affolées les unes que les autres. Quand enfin le grillage pour accéder au terrain est ouvert et que les gens peuvent être évacués sur la pelouse, certains ne quittent pas le bloc Z. Ils gisent là, sur les blocs de béton, blessés au mieux, morts sinon. Au total, le drame du Heysel aura fait 465 blessés et 39 morts. 32 Italiens, 4 Belges, 2 Français et 1 Nord-Irlandais. Le plus jeune d'entre eux, Andrea Casula, n'avait que 11 ans. Arsène Vaillant, notre camarade de la RTB, nous dit qu'il y aurait 24 morts officieusement. Mais enfin, si la nouvelle est confirmée, c'est tout simplement épouvantable. Et là, il est évident, avec un bilan comme celui-là, je vois mal ce match se dérouler parce que finalement, un match de football, c'est la joie, ça serait tellement dérisoire de disputer ce match dans ces conditions. Et parce qu'on ne peut pas jouer un match, ça s'est passé une telle catastrophe. Et alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? On a quand même toujours plus de 50 000 personnes dans le stade qui ne savent pas tous ce qui s'est passé. En plus, les télés du monde entier regardent en direct. Est-ce qu'on va jouer le match ou non ? Comment faire pour éviter d'autres mouvements de foule, d'autres combats, d'autres morts ? Les spectateurs du bloc Z sont en partie évacués, les morts et les blessés, et en partie replacés dans les gradins. Les ultras de la Juventus, qui ont assisté au drame de très loin, de l'opposé du stade, apprennent que leurs compatriotes ont été attaqués, battus, et qu'il y aurait même eu des morts. Ils sont enragés, ils veulent se venger. Ils défoncent donc les grillages et entrent sur le terrain pour rejoindre les Anglais et aller en découdre. Heureusement, et c'est peut-être là l'une des rares bonnes interventions de la police belge ce soir-là, la cavalerie arrive et dissuade les tifosi avec leurs chevaux. On n'ose même pas imaginer le bilan si ce n'était pas arrivé et qu'il y avait eu un affrontement direct. On se retrouve donc avec tous les spectateurs à nouveau rangés dans les gradins. Certains sont choqués par ce qui vient de se passer, d'autres sont furieux et veulent se battre, enfin certains n'ont pas vu grand-chose et souhaitent surtout que le match ait lieu. Déjà qu'il y a du retard, on a quand même payé nos billets, merde. Et là, c'est le flou. Est-ce qu'il faut jouer ou non ? Si le match n'a pas lieu, ça témoignerait de l'indignation des organisateurs, de l'UEFA et du monde du football face à ce qui vient de se passer. Ça condamnerait la violence des supporters. Mais les fans qui sont dans le stade pourraient être énervés et la situation pourrait dégénérer. Si le match a lieu, peut-être que ça pourrait apaiser les tensions, mais ça semble quand même assez immoral. Les joueurs eux-mêmes ne souhaitent pas jouer.
Ils sont à moitié conscients de la situation. Alors ils savent qu'il y a eu des affrontements terribles, mais ils connaissent pas le bilan, évidemment. Cependant, ils feront ce qu'on leur dit de faire, si ça peut éviter une catastrophe encore plus grande. Mark Lawrenson et Sergio Brio, respectivement joueurs de Liverpool et de la Juve, témoignent. Ensuite, le chef de la police de Bruxelles est entré dans le vestiaire. On lui a dit « On veut pas jouer. On jouera pas. » Mais lui a répondu « J'insiste pour que vous jouiez. Je suis responsable de toutes les personnes dans le stade. Si on annule le match maintenant, et que les gens doivent rentrer chez eux, après tout ce qui s'est passé, ce sera encore pire. Il faut jouer. » Le président a dit « Si on doit jouer, on jouera. » Il est venu dans notre vestiaire, nous a regroupés et dit « Les gars, malheureusement, un de nos supporters est mort, et nous devons honorer sa mémoire. » Un de nos supporters, les chiffres sont clairement minimisés, mais cela permet peut-être de faire passer la pilule et de faire en sorte que les joueurs jouent quand même le match. Parce que vous l'avez compris, la finale sera jouée. Les capitaines des deux équipes, Gaetano Sciurrea et Phil Neal, prennent le micro et demandent au public de rester calme pour éviter de nouveaux affrontements. Puis, dans une ambiance très pesante, le coup d'envoi est donné à 21h30 avec plus d'1 heure de retard. Finalement, pour l'anecdote, la rencontre se déroule plutôt bien. En fait, on s'en fiche un peu du match, de ce qui s'est passé sur le terrain, vu que ça a été éclipsé par la tragédie des gradins. La Juventus emporte le match sur un penalty de Michel Platini, et on peut quand même noter 2 choses sur ce but. Primo, il n'y avait pas penalty. La faute a été commise en dehors de la surface de réparation. Alors on s'en fout royalement, c'est clairement pas le plus grave, d'ailleurs les Anglais auront même pas le cœur à réclamer, mais ça fait planer le doute sur la neutralité de l'arbitre. Certains estiment que M. Daina aurait eu pour consigne de faire gagner la Juventus pour éviter que les Italiens n'initient d'autres affrontements en représailles. Deuxio, Michel Platini exultera après son but, dans une célébration très démonstrative qui a lieu, pour le contraste, juste devant le bloc Z à moitié vide et en ruine. Il sera d'ailleurs beaucoup critiqué pour son geste, mais expliquera ne pas avoir eu vraiment conscience de ce qui s'était passé. Au final, la Juventus devient donc championne d'Europe, et encore une fois, c'est un peu gênant, mais les célébrations sont très expressives. Alors oui, en effet, ils viennent de gagner la plus prestigieuse des compétitions de club, pour la première fois de leur histoire, mais les cris de joie après un tel drame sonnent faux. Leur joie est-elle légitime ? Je sais pas trop quoi en penser. Les joueurs de la Juventus seront même mobilisés par le responsable de la sécurité pour aller fêter avec leurs supporters. Ceci afin de donner le temps aux autorités d'évacuer les fans anglais et d'éviter que les deux camps ne se retrouvent à l'extérieur. Des forces supplémentaires ont été recrutées même pour encadrer la rentrée des supporters de Liverpool chez eux. Tout se passera donc bien après le match. Les supporters des deux équipes pourront rentrer chez eux sans violence supplémentaire. Enfin, tous les supporters, sauf les 39 qui se sont fait engloutir dans le drame du Heysel. Bonjour, cette édition spéciale pour relater ce qui constituera incontestablement et fort malheureusement, faut-il le dire, l'événement le plus odieux de l'histoire du sport en Europe et du football en particulier. Ce qui devait être hier soir l'apothéose de la saison européenne de football s'est brutalement transformé à quelques minutes du coup d'envoi au Heysel à Bruxelles du match Juventus-Liverpool en un paroxysme de la violence, de la cruauté, de la bestialité humaine, on peut le dire, témoignant l'inconscience intolérable d'une poignée de supporters britanniques ivres, mais assoiffés de brutalité. Au lendemain du drame, l'événement est relayé dans tous les médias européens. La honte du Heysel, Bruxelles du rêve au cauchemar, nuit de honte pour le football, etc. Ces articles relatent les faits et dévoilent les premiers bilans officiels au public. Quand la nouvelle arrive en Italie, c'est la panique. Aux 4 coins du pays, des familles s'inquiètent pour leurs proches qui sont partis la veille pour aller voir la finale. À une époque où les téléphones portables n'existaient pas, beaucoup sont sans nouvelles. Les numéros d'urgence affichés à la télévision pour prendre des nouvelles sont saturés. Les familles sont plongées dans une terrible attente. Au nord de l'Angleterre, à Liverpool, les cœurs ne sont pas non plus à la fête. La ville a grise mine. Les gens ont honte de ce qui s'est passé. Même si seule une poignée d'entre eux était en Belgique, c'est la ville tout entière qui en pâtit. Avant, on disait qu'il y avait 2 fiertés à Liverpool, le football et les Beatles. Après la nuit du 29 mai 1985, il n'y en a plus qu'une. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver cette fierté de Liverpool, les Beatles et leur chanson All You Need Is Love, tout ce dont tu as besoin, c'est de l'amour, dans la playlist jointe au podcast, pour un peu d'amour dans ce monde de brutes. La chanson, sortie en 67, se veut pacifique et contraste parfaitement avec une Angleterre à feu et à sang dans les années 70, et même avec le drame du Heysel de 1985.
Après cette nuit de mai, Liverpool est donc une ville éhontée par le comportement de certains de ses habitants qui ont conduit à la mort 39 personnes. Même si certains fans des Reds revendiquent encore que ce n'était pas leur faute. Le Hazel, c'était pas notre faute. Il y a quelques responsabilités, mais elles sont infimes par rapport au crime principal. Nos supporters ont juste joué un rôle mineur. On sait qui sont les vrais responsables. Ce sont ces gens qui ont géré ce match comme de la merde. Pour nous autres, les coupables, ce sont les Anglais. Pour moi, spécialement, parce que je parle pour moi. Les Anglais, c'est eux qui ont commencé. Vu qu'il y a des victimes, il s'agit donc de trouver un coupable. Et rapidement après les événements, 2 suspects vont se démarquer. D'un côté, les supporters de Liverpool et l'inacceptable hooliganisme britannique. De l'autre, la sécurité du stade et l'incompétence organisationnelle des Belges. Et évidemment, comme souvent, le point de vue va dépendre des intérêts de chacun. Vous venez d'entendre respectivement un supporter de Liverpool puis une supportrice belge, peut-être qu'il est possible d'amener une opinion un peu plus nuancée. À mon avis, la responsabilité est partagée. La violence des supporters anglais n'aurait certainement pas pu s'exprimer ainsi si l'organisation belge avait été meilleure et plus sécuritaire. A l'inverse, même avec cette organisation bancale, il n'y aurait pas eu de mort si les supporters de Liverpool s'étaient comportés calmement. De mon point de vue, les organisateurs de l'événement ont mal estimé la menace en la minimisant peut-être et ont donc été un peu laxistes, offrant un cadre propice à des comportements violents dans les gradins. Dans ce cadre propice, j'inclus des tribunes surchargées, un stade vétuste, un manque de présence des forces de l'ordre dans les gradins, etc. Puis ce cadre, les supporters rouges ont décidé de l'utiliser de la pire des manières. Même s'ils n'ont pas tué directement, la terreur qu'ils ont créée a enclenché le mouvement de foule mortel. Cet avis, c'est aussi celui de la justice. En 1989, 4 ans après les faits, 14 supporters britanniques sont inculpés pour homicide involontaire et condamnés à 3 ans de prison. En plus, 3 Belges qui étaient responsables de la manifestation sont aussi inculpés et écopent de peines allant de 6 à 9 mois de prison. Ces jugements montrent bien le partage des responsabilités. Voilà pour les conséquences assez directes. À un niveau plus global aussi, le droit et la politique vont se mettre en action après le drame du Hazel pour mettre en place des mesures anti-hooliganisme et ainsi diminuer les violences qui gangrènent le football. En Angleterre, la première ministre Margaret Thatcher, la dame de fer, est catégorique. Il faut y mettre fin, peu importe la manière. Sanctions tous azimuts contre les supporters anglais après les événements dramatiques qui ont fait 38 morts mercredi dernier lors de la finale de la Coupe d'Europe à Bruxelles. Hier, c'est la commission de discipline de l'UEFA qui décidait d'exclure les clubs anglais pour une durée indéterminée. Aujourd'hui, c'est l'Italie qui confirme 6 mandats d'arrêt consécutifs aux émeutes de Bruxelles. Et c'est enfin le Premier ministre britannique Margaret Thatcher qui annonce ce soir des mesures draconiennes pour combattre la violence et l'alcoolisme dans les stades de football du Royaume-Uni. Philippe Arroir. Plus d'alcool donc dans les stades et autour. Être pris ivre, cela devient un délit et est passible des tribunaux. D'autres mesures vont suivre, comme le renforcement des pouvoirs de police autour et dans les stades. L'entrée sera refusée aux indésirables. Pour surveiller la foule, des caméras de télévision, les circuits en place dans 41 stades seront accrus. Enfin, c'est certain, les cartes de supporters vont être instituées. Elles seront retirées à ceux qui causeront des ennuis. Madame Thatcher a promis l'entière coopération de la police de Liverpool avec les autorités belges. La police qui a commencé à traquer les auteurs des troubles de Bruxelles avec l'aide de la presse et du public. Il faut dire que la première ministre britannique, elle a un rapport particulier au football. Disons qu'elle n'est pas une grande fan. Comme on l'a dit en première partie, c'est un sport des classes populaires. Et disons que Thatcher, c'est pas vraiment la pote des classes populaires. Elle est donc pas non plus l'amie du nord de l'Angleterre, une région beaucoup plus ouvrière qui lui est assez hostile. Le drame du Hazel, c'est l'occasion pour elle de faire d'une pierre deux coups, en condamnant à la fois les habitants de Liverpool et le monde du football. C'est pourquoi elle met en place ces mesures assez contraignantes. Ailleurs en Europe, dans la foulée, des mesures sont aussi prises et la sécurité est améliorée aux abords des stades. On adopte, et alors attention, c'est un nom assez long, la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matchs de football. Ouh. Ce document met en place un certain nombre de mesures et principes sécuritaires visant à diminuer les risques de débordement. Ici, on peut observer quelque chose d'assez intéressant. En fait, l'événement qui a mené à une radicalisation de la loi anti-hooligan est un événement dont on peut discuter la nature hooliganique, si je peux dire.
Au Heysel, dont on a décrit tous les faits de la soirée du 29 mai 1985, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est du hooliganisme ? Alors je remets pas en question la responsabilité et la violence des fans anglais, qui pour moi sont indéniables, mais si on prend la définition donnée du hooliganisme comme des violences organisées qui ont pour seul but la violence, eh ben pas sûr que les fans anglais du Heysel étaient des hooligans. Leurs actions n'étaient pas réellement organisées, préméditées. Il est aussi intéressant de constater que lors de leur procès, les 26 supporters anglais amenés au tribunal ont plutôt l'air de gens ordinaires. Ils y répondent pas forcément au code de ce qu'est un hooligan, ou de moins de ce qu'on s'en imagine. L'un d'eux s'exprime. Quand on est revenu à Bruxelles pour la première fois, ils nous ont montré des autopsies pour nous dire à quel point on était horrible et que ce qu'on avait fait était dégoûtant. C'était fou, mais encore une fois, c'était leur perspective, construite par les médias, qui disaient qu'on était tous des hooligans, des animaux. Alors effectivement, je vous l'accorde, ce témoignage est forcément biaisé. Il va pas dire, avec son savoureux accent, qu'il est un hooligan. Mais aussi violent que les actes aient été, pas certain qu'on puisse parler de hooliganisme pur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça m'intéresse. Même si au final, ce qu'on en pense, ça changera pas grand-chose, parce que le fait est que hooliganisme pur ou pas, des mesures anti-hooligans ont été mises en place à la suite de la catastrophe du Heysel. Mais ont-elles été efficaces ? La réponse est double. En Grande-Bretagne, on observe une diminution de la violence dans les stades, et les hooligans sont de plus en plus mal vus. Ces effets, ils arrivent cependant pas immédiatement après 1985, mais plutôt dans les années 90-2000. Cet apaisement du football anglais, c'est le résultat de l'addition des mesures drastiques qui avaient été mises en place par Thatcher, mais aussi des conditions sociales des classes défavorisées qui s'améliorent peu à peu au sortir des années 80. Autre élément qui a peut-être mené à une prise de conscience, en 1989, un autre drame a lieu dans le stade de football d'Hillsborough, lors d'un match entre Sheffield et encore une fois Liverpool. Un mouvement de foule, pas forcément initié par des spectateurs violents cette fois, mais surtout dû à une mauvaise organisation et à une surcharge des gradins, fait 97 morts. Cette catastrophe, dont on reparlera peut-être une autre fois, fait encore plus de bruit en Angleterre que celle du Heysel. On se rend compte que cela peut aussi arriver chez nous. On peut pas juste blâmer l'organisation d'un autre pays, et cette fois, ce sont les nôtres qui sont morts. La combinaison de tous ces facteurs aura pour effet une diminution de la violence en marge du football anglais. Et ailleurs en Europe, on peut estimer que le drame du Heysel a aussi constitué un tournant pour le hooliganisme, mais pas forcément dans le bon sens. Il y avait déjà des violences avant 85, mais la lumière qui a été mise sur le hooliganisme à travers l'affaire du Heysel, dans les médias notamment, a fait qu'augmenter la violence de certains groupes de supporters et a accéléré l'expansion du hooliganisme ailleurs en Europe. Comme avec les Firms anglaises quelques années plus tôt, partout en Europe, des groupes de supporters qui sont parfois violents sont formés dans les années 80. En France, on peut mentionner par exemple le Commando Ultra à Marseille, les Boulogne Boys au PSG, les Bad Guns à Lyon, pour ne citer qu'eux. Alors je vous vois venir, les connaisseurs du sujet, ces groupes ne sont pas des groupes de hooligans, mais des groupes dits d'ultra. Et c'est pas la même chose. Voyons cela. Si on prend l'explication du rapport à la violence des ultras sur Wikipédia, qui est un bon reflet, j'imagine, de l'image que se fait la société d'un certain mouvement, je cite « La violence n'est pas le but premier d'un ultra, au contraire d'un hooligan. Mais la passion et le dévouement de l'ultra pour son groupe peuvent le pousser à être violent lors de situations tendues avec la police ou d'autres groupes. » Ok, d'accord, donc si je comprends bien, dans un des deux cas, la violence elle est rendue légitime par la passion et le dévouement de l'ultra, mais dans l'autre, dans le cas du hooligan, la violence elle est pas légitime. Est-ce qu'au final, tout type de violence, peu importe ses raisons, ne devrait pas être condamné ? De plus, si on revient sur la définition du hooliganisme dont on a parlé plusieurs fois, on avait mis en avant les aspects d'une violence préméditée et organisée, et qui n'intervient pas en réaction à un résultat sportif. Or, si on prend les collectifs d'ultra que j'ai cités, tous ont déjà été impliqués dans des affrontements organisés en dehors des stades, ce qui nous montre l'aspect prémédité de la violence. Aussi, certains, comme les Boulogne Boys du PSG, ont déjà été impliqués dans des affrontements contre des autres groupes d'ultra du même club, ce qui montre bien que la violence, elle a rien à voir avec le résultat sportif, sinon ça ferait aucun sens de se battre avec des ultras du même club, non ? Bref, cette frontière de définition entre ultra et hooligan, elle est un peu floue. Et d'ailleurs, la définition, c'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, nous, et ce qui peut nous inquiéter, c'est que malgré les mesures qui ont été prises après le drame du Heysel, la violence des supporters ne semble pas cesser. Pourquoi ? Explication d'Eric Dunning, sociologue britannique ayant travaillé sur le sport avec le fameux Norbert Elias notamment. Ces mesures sont totalement insuffisantes. Madame Thatcher a eu raison de se mettre en colère après le Heysel.
Mais plus de sanctions, plus de contrôle, l'interdiction de l'alcool, toutes ces mesures traitent les symptômes et non les causes. Tant que le malaise social ne sera pas pris en compte, le hooliganisme continuera. Je sais pas vous, mais Dunning m'a convaincu. Il explique que les mesures mises en place dans le football permettent de guérir les problèmes, mais pas de les prévenir. Tant que les causes plus profondes qui entraînent la violence ne seront pas traitées, peu importe les mesures, la violence continuera. Et ces causes plus profondes à la violence dans le football, on peut en relever deux. Tout d'abord, comme on en a parlé dans la première partie, un mal-être social qui mène des gens à utiliser la violence comme moyen de s'exprimer pour éventuellement être entendus. Une seconde cause créatrice de violence, c'est la complaisance du monde sportif par rapport à cette violence. Alors je m'explique, c'est peut-être un peu compliqué. À travers plein de petits éléments, la sphère sportive met en avant les comportements violents. J'en veux pour preuve, premièrement, les médias qui font le jeu de ces groupes violents en leur donnant de la visibilité à chaque fois qu'un événement dramatique se déroule. Aussi, deuxièmement, on peut citer la tolérance de certains clubs vis-à-vis de la violence, quand on sait qu'ils mettent en avant leur groupe de supporters ultra, des groupes qui, rappelons-le, selon notre ami Wikipédia, je cite, peuvent être poussés à être violents lors de situations tendues avec la police ou des adversaires. Et si on se demande pourquoi le sport tolère, voire est complice de cette violence, eh bien parce que ça fait vendre. La violence participe au spectacle et bénéficie à tout l'écosystème du football ici. Pour exemple, plus de gens vont regarder un derby, un match que l'on estime chaud, parce qu'il y a ce petit supplément de tension qui est tant apprécié. Et malheureusement, ces causes de la violence dans le sport, donc ce mal-être social qui se transpose dans la sphère sportive, mais aussi la complaisance de l'écosystème sportif par rapport à cette violence, eh ben personne ne veut vraiment les affronter, personne n'en assume la responsabilité. Le politique, à l'image de Thatcher dans les années 80, estime que le problème est purement sportif. Des mesures sont mises en place, mais il n'y a pas de remise en question. On ferme les yeux sur les causes sociales qui entraînent la violence. Du côté des dirigeants sportifs, fédérations, ligues, etc., le raisonnement, c'est totalement l'inverse. On a tendance à estimer que le problème est social, mais pas sportif, en disant que les fauteurs de troubles sont extérieurs au sport, que c'est des gens qui n'y connaissent rien et qui viennent juste manifester leur violence dans les stades. Il y a quelques agités, qui sont une infime minorité, et qui viennent dans les stades, non pas pour le sport, mais qui viennent pour laisser libre cours à des instincts que je ne veux même pas qualifier. Ceci est intolérable et il faut qu'il y soit mis fin et dans les plus brefs délais et de la façon la plus ferme possible. Dans cette interview, en 1993, la ministre des Sports Michèle Alliot-Marie fait cette distinction entre les supporters et cette minorité violente qui ne vient pas pour le sport. Elle appelle aussi à agir pour empêcher ça, ce qui est très bien, mais son discours comporte un problème. En disant que ces gens agissent de manière instinctive et sont totalement extérieurs au sport, elle met pas le doigt sur la responsabilité et la complicité du sport dans l'incitation à la violence. Il y aura donc des mesures qui auront beau être prises et mises en place, tant que les mentalités ne changeront pas et que le sport ne se remettra pas en question et continuera d'accepter en partie la violence, les dérives les plus extrêmes continueront. Une finale, 2 équipes, 39 morts. Qu'est-ce qu'on a appris de la tragédie du Heysel ? Eh ben, à cette question, on pourrait répondre sans trop se mouiller que ça dépend. Si on regarde l'aspect organisationnel et sécuritaire, des grandes avancées ont été faites depuis 1985, en Europe en tout cas. Effectivement, pas question de jouer un match dans un stade qui n'est pas adapté ou avec un dispositif de sécurité insuffisant. Un travail conséquent a été fait pour ne pas rééditer les erreurs du passé. De ce point de vue-là, donc, on peut dire vulgairement que le Heysel a été utile, entre guillemets. D'autre part, pour ce qui est du combat de la violence dans le sport et dans le football, l'amélioration post-Heysel est moins évidente. Le football, dans les gradins du moins, continue d'attiser la haine, de blesser, voire de tuer. Le truc, c'est que ce combat demande que l'écosystème sportif admette son rôle dans la création de violence et change. Cependant, à une heure où priment des intérêts économiques et politiques colossaux, le football ne semble pas avoir la tête à une telle remise en question. Une finale, 2 équipes, 39 morts. Il y a 40 ans, le terrible drame a eu lieu. Des maris, des mères, des fils sont partis le sourire aux lèvres, mais ne sont jamais rentrés chez eux. Moi qui croyais que le football était bon, qu'il ne tuait pas. Effrayés, bousculés, oppressés, écrasés, asphyxiés, ils se sont fait engloutir par le Heysel. Tués par un football qui accepte la violence. Ne mériterait-il pas que cela change ? Chers auditeurs, merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous aura intéressé. Pour finir, j'aimerais ouvrir un peu la discussion avec vous en avançant une réflexion.
Personnellement, je baigne dans le football et dans le sport depuis longtemps, et peut-être, comme certains d'entre vous, j'apprécie quand deux équipes ne s'aiment pas, quand les supporters en tribune sont hostiles aux adversaires. J'aurais tendance, de prime abord, à dire que ça fait un peu partie du sport. Le truc, c'est qu'en faisant cet épisode, je me suis rendu compte que ça, le fait de tolérer un peu de violence au nom du spectacle, ça peut mener à des dérives et à des drames même. Du coup, ça m'intéresse vraiment de connaître votre avis. Comment vous vous positionnez vis-à-vis des rivalités, de la violence dans le sport? Est-ce que ça en fait partie, que c'est normal, ou est-ce que ça devrait être totalement banni? Que vous soyez un fervent supporter habitué des derbys bouillants au stade, ou que vous n'ayez jamais assisté à un match, vous pouvez volontiers laisser un commentaire avec votre avis sous l'épisode ou sur mon Instagram, Sportivement Votre Podcast. Je pense que ça peut être hyper intéressant comme débat. Aussi, si l'épisode du jour vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, voire à le partager. On est au début des aventures du podcast, et tout coup de pouce est donc le bienvenu. Enfin, si vous ne voulez pas rater le prochain épisode qui arrive bientôt, je peux que vous conseiller de vous abonner. Merci encore pour votre attention, on se retrouve très vite, sportivement vôtre, ciao.